était dans l'infini du temps, que la vie qu'il chérissait n'était qu'un commencement et la mort une porte lumineuse ouverte à tous. Seule enclave hindouiste depuis la chute des empires indianisés de l'archipel au XVIe siècle, Bali a joué pour cette religion le même rôle conservateur que le Tibet pour l'Inde bouddhique. Art, rites et littérature classique hindoue y ont été préservés, tandis que le reste des Indes orientales succombait à la formidable poussée de l'islam. La religion appelée Hindu Bali est en fait un syncrétisme qui mêle à la fois croyances animistes, hindouisme et bouddhisme. À Bali, les dieux venus de l'Inde ne sont pas seuls. Volcans, esprits des rivières, des maisons et des morts font l'objet d'offrandes quotidiennes. On compte ici 20 000 temples, un pour 100 balinais. Chaque temple, du plus simple au plus prestigieux, a son prêtre ou son gardien. Le Bezaki, le temple mère, est le plus vieux sanctuaire de l'île. Perché à 900 mètres sur les pentes du fameux volcan Gunung Agung, c'est en son sein que les célébrations les plus importantes ont lieu. Mais l'aspect le plus marquant du paysage balinais reste les rizières en terrasse, bénéficiant d'une terre volcanique riche. Dès l'aube, les hommes partent pour les rizières, suivis par des canards que l'on emmène barboter dans les champs de pousses non coupées. En se nourrissant d'insectes, ces canards jouent le curieux rôle d'insecticides. Chaque parcelle de rizière, appelée sawa, est irriguée, et toutes les terrasses sont maintenues par des digues de terre noire liées les unes aux autres, comme un motif sur de la soie verte. Chaque fermier propriétaire d'un ou plusieurs sawas doit faire partie d'une société d'irrigation qui contrôle la distribution de l'eau entre ses membres. Ce qui rend ce système unique au monde, c'est qu'il est organisé en une forme sociale totalement autonome, séparée de l'organisation politique locale. La chaîne formée par les volcans au nord de l'île accroche les vents chargés d'humidité et provoque des précipitations abondantes. Malgré 2 récoltes de riz par an, Bali n'est pas excédentaire. Elle produit la juste quantité nécessaire pour sa population. Le relief et l'étroitesse des rizières ne permet pas une mécanisation. Le meilleur moyen de labourer reste l'arère et les plantations se font à la main. Il en va de même pour les récoltes. Coupées à la serpe et liées à la main, les bottes de riz sont ensuite battues pour en récolter les grains. Situé en pleine jungle, le temple de Gunung Kawi, vestige du bouddhisme tantrique, est un complexe taillé dans la roche volcanique datant du XIe siècle. La légende raconte qu'un géant sculpta tous les monuments en une nuit avec ses ongles.
Les niches abritant les kandis, sortes de pyramides rappelant le mont Meru vénéré dans l'hindouisme, sont entourées de cellules pour les moines. Hautes de 7 mètres, elles sont remarquablement préservées, même si chaleur et humidité contribuent ici à l'érosion rapide des sculptures. Peut-être évoquent-elles aussi la forme caractéristique des stupas, monuments funéraires élevés à la gloire du Bouddha. L'eau douce, abondante dans l'île, explique la richesse des récoltes extraites des rizières. La ville de Klungkung a une place particulière dans l'histoire de l'île. Elle a été un centre de décision dans le passé. C'est là que se trouve l'ancienne cour de justice appelée Kertagosa. En tant que centre artistique, les palais des nobles et des rajas donnèrent naissance à des styles de musique, de danse et des beaux-arts d'aujourd'hui. Sous la clé de voûte figurent 4 scènes se déroulant dans un palais céleste. Sur 3 rangées, les supplices des femmes stériles, des hommes adultères ou coupables d'un crime d'État sont dépeints avec une variété de détails propres à effrayer les coupables. La Kerta actuelle représente le plus bel exemple Klungkung de peinture en architecture. 3 prêtres brahmanes, servant de juges, présidaient cette cour royale qui continua de siéger pendant la colonisation hollandaise. Les cas n'étaient jugés ici que s'ils n'avaient pu être résolus dans les familles ou dans les villages, car la Kerta était la plus haute cour de justice de l'île et de loin la plus sévère. Les scènes peintes représentent également des passages du Mahabharata. Les divinités terribles censées frapper les esprits ne sont pas sans rappeler celles dessinées dans les lamasseries du Tibet. Tous ces jugements n'échappaient pas aux yeux terrifiants de Garuda, l'oiseau mythique. La sculpture du bois représente toujours les mêmes scènes depuis des générations. À Bali, l'artiste reproduit plus qu'il ne crée. Le but reste le remplacement ou l'aménagement de nouveaux temples plus que la création originale. Une statue ancienne est remplacée. On n'accorde pas à ce qui est ancien la même valeur qu'en Occident. Dans les années 30, la sculpture du bois devint un art à part entière et non plus seulement un élément décoratif destiné à embellir les temples, les palais et les objets familiers. Tout comme la peinture, la sculpture sur bois a connu toutes sortes de styles excentriques.
La bizarrerie des thèmes, des compositions et des poses souvent dramatiques prêtent aux personnages des allures dramatiques. Auparavant, la peinture avait une fonction essentiellement religieuse, et les toiles exécutées sur du tissu, après l'avoir été sur écorce, n'étaient généralement exposées que lors des cérémonies. L'arrivée dans les années 30 de peintres occidentaux a été à l'origine d'une explosion dans l'art balinais. Abandonnant les fresques épiques produites en commun, les peintres prirent pour sujet leur environnement quotidien. Le masque est une fenêtre sur le monde des esprits. Les masques en bois sculptés servent aux nombreuses représentations théâtrales de topeng. Ils traitent des épisodes de la vie et parfois du religieux. La peinture parachève les masques. Ils seront portés par des hommes, comme dans le théâtre No au Japon. Le mont Batuko, qui signifie le rocher en forme de noix de coco, culmine à 2278 mètres. Tous les temples de l'ouest de Bali possèdent un autel consacré à l'esprit de Batuko. Les tours à toits multiples, appelées meru, sont caractéristiques des temples balinais. Est-ce une façon de retrouver la forme très répandue en Asie du stupa ? De cette fresque statuaire illustre bien le talent des artistes balinais, capables de reproduire n'importe quelle sculpture, parfois plus belle que l'original. Se trouve le lac Bratan, voilé par la brume. Il remplit l'ancien cratère du mont Bratan. Il est une source d'approvisionnement en eau pour les rizières alentours, ce qui en fait un lieu de vénération pour les habitants. Les danses ont pour fonction d'embellir les journées des divinités. Pour les Balinais, le théâtre n'est pas une profession.
Le village organise des représentations pour le plaisir de tous. Ceux qui jouent exercent dans la journée un métier. Si le théâtre est d'origine religieuse, il est perçu comme faisant partie intégrante de la vie. La plupart des spectacles sont une combinaison de chant, de danse, de musique et de jeu théâtral. Les offrandes ne sont pas seulement des plateaux déposés au pied des autels. Les danses servent d'offrandes et sont intimement liées aux cérémonies religieuses. Le Sangyan, le Kalon Arang, le Barong Landung et le Pendet sont des offrandes sous forme de danse rituelle. La danse, le théâtre et la musique forment une parfaite unité. La relation entre les danseurs et les musiciens est magique. Divertir les dieux oblige à rechercher la perfection. L'orchestre est censé guider les acteurs, mais les plus doués guident l'orchestre. Chaque note trouve son interprétation dans le mouvement du danseur. Derrière l'apparente spontanéité des danses, se dissimule une série de mouvements codifiés. Chaque geste porte un nom en rapport avec le monde de la nature ou des animaux. Comme dans beaucoup de danses en Asie, le mouvement des doigts et des poignets varie énormément, donnant à la danse des mains une vie propre, dont la qualité est un des critères importants pour apprécier le jeu des acteurs. Les positions et les mouvements de chaque partie du corps portent un nom. Pour le mouvement des pieds et des jambes, il y a 30 noms différents. Pour ceux des bras, 16. Pour les mains et les doigts, 19. Pour le tronc, 14. Le cou et les épaules, 20. Et enfin 16 différentes expressions du visage. Il existe une cinquantaine de danses. Le Legong est la plus connue, car la plus gracieuse, exécutée par des fillettes de 10 ans. Le Legong, le Baris, le Kebiar, le Jauge, le Kekak, le Janger font appel à des danseurs exceptionnels. Un autre groupe de danse, appelé Farce et Comédie, met l'accent sur le déroulement de l'action dramatique. En raison de leur signification religieuse, les danses et les pièces de théâtre sont sans cesse réclamées par la communauté. Un adulte verra des centaines de fois la même pièce dans sa vie. C'est pourquoi il n'est pas important qu'un opéra commence au début et se termine à la fin. La scène représentée n'est parfois qu'un épisode d'une longue histoire immédiatement reconnue par les spectateurs. Les balinais n'ont jamais été de grands marins. En dehors de la pêche, ils n'ont pas cherché à conquérir les îles avoisinantes, même si l'histoire de Bali comporte des invasions sur la proche île de Java. Leurs embarcations à voile triangulaire, appelées praou, sont reconnaissables par leurs proues sculptées en poisson-éléphant et par leurs balanciers. Le poisson et le riz
forment la base de l'alimentation. Les balinais consomment peu de viande. Les épices sont très utilisées pour les saveurs et la couleur des plats. Perché sur un énorme rocher émergeant au-dessus de l'eau, le temple de Tanalot. Séparé de la mer par un bassin de pierre, le rocher a été sculpté par la marée. Tanalot, avec ses tours solitaires noires et ses touffes de feuillage retombant au-dessus de la falaise, rappelle la délicatesse d'une peinture chinoise. Les temples des hautes terres vénèrent des divinités associées aux montagnes et aux lacs de montagne, alors que les temples marins sont consacrés aux esprits de la mer. L'école naïve balinaise reproduit inlassablement sur les toiles destinées à l'exportation des scènes de la vie quotidienne. Il s'agit d'œuvres de reproduction et non de création. Dans la langue balinaise, le mot « artiste » n'existe pas. Chacun, à un moment de la journée, est un artiste. Cependant, les balinais subissent depuis le début du siècle l'influence des peintres occidentaux venus s'installer dans l'île et font preuve d'imagination. Kalau di sana kan enggak, alami enggak. Les noix de coco sculptées ont fait leur apparition avec le tourisme. Pour Bali, les ressources tirées du tourisme sont très importantes. Comme on se lave, on fait des offrandes quotidiennes aux divinités que l'on sollicite. Goalawa signifie grotte des chauves-souris, car des milliers de ces mammifères nichent ici. Ce phénomène étant perçu comme extraordinaire, Goalawa est un endroit sacré. Un temple avec des autels en protège l'entrée. Une tapisserie de chauves-souris fait onduler le toit de la grotte.
La légende dit qu'un serpent habite ici. Est-ce ce boa qui avale une chauve-souris? À Bali, tout ce qui est extraordinaire tourne au sacré. Le théâtre d'ombre est réputé pour son pouvoir magique et donc très souvent joué lors des fêtes religieuses. Dans le Wayang Kulit, c'est le nom donné à cette forme de théâtre, le dalang, le conteur, est le vrai héros. Il doit avoir des qualités de metteur en scène, de conteur et d'endurance, car le spectacle peut s'éterniser 6 heures. Mais il doit surtout avoir une fabuleuse mémoire pour raconter les épopées du Mahabharata et du Ramayana. C'est aussi un prêtre qui possède le pouvoir de chasser les mauvaises influences et de protéger. Pour les séances nocturnes, l'écran est éclairé par une simple lampe à huile. L'orchestre en retrait suit les gestes du dalang. Combien de temps encore la simple évocation du mot Bali provoquera-t-elle en nous une image de paradis terrestre ?